Bonjour tout le monde. Azoul Flawen, Sabah al khair alaikum. Bonjour, alors on va commencer. Hein. Merci à vous, merci à cette honorable assistance qui nous honore de sa présence. Nous vous remercions énormément. Bien sûr, aujourd'hui est un grand jour à l'université de Béjaïa parce que les enseignants et les travailleurs, les étudiants, la communauté universitaire, donc a décidé d'ouvrir les portes de l'université à toute la société civile, au peuple qui a le droit de savoir ce qui se passe dans son pays, qui a son mot à dire à travers les débats que nous allons démarrer tout à l'heure, donc qui a le droit aussi surtout de se frotter à son élite, à sa classe intellectuelle. Parce que vous le voyez, partout on entend, où est l'élite? Où sont les intellectuels? Où est-ce qu'ils sont? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Pourquoi ils sont silencieux? C'est vrai qu'il y en a qui sont silencieux, mais il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac parce que nous avons beaucoup d'intellectuels qui n'ont pas attendu le 22 février pour faire entendre leur voix, pour critiquer, pour s'opposer au pouvoir. Justement, ils existent, sauf que leur voix peut-être n'est pas entendue ou alors le pouvoir en place fait tout pour les faire taire. Et c'est l'un de ces intellectuels, justement, qui ont payé très cher leur militantisme, j'insiste pour le dire, même si monsieur n'a pas vraiment envie qu'on le dise, mais il faut le dire, il faut que tout le monde sache ce que monsieur Boumala a payé pour son patriotisme et son militantisme. Donc Fodel Boumala n'est pas à présenter, tout le monde le connaît, c'est un journaliste, c'est un intellectuel, un politologue, un universitaire et un analyste politique qui est doté d'un esprit d'analyse très très vif, subtil et qui a toujours eu un regard aiguisé sur la... C'est mérité. Faudel, si tu me connaissais mieux, tu saurais que je ne jette pas des fleurs à tout le monde. Peut-être que... fleurs. Je les vois pas. Voilà. Et aujourd'hui, il a un avis à dire sur le tournant historique que notre pays est en train de traverser en ce moment. Ceux qui le suivent sur Facebook lisent et voient ses vidéos, lisent ses longues contributions, ses articles où il apporte bien, son avis, tout simplement, son regard, mais aussi peut-être des perspectives. Parce qu'un intellectuel doit être à l'avant-garde, il doit aussi être une force de proposition. On va voir aujourd'hui si ça sera le cas ou non. Le titre, justement, le titre qu'il a proposé pour sa conférence, c'est donc Algérie. Quelle rupture pour quelles alternatives? Donc, et nous, qu'est-ce qu'on attend? On attend la rupture, on est en train de la construire, et les alternatives, eh bien, nous sommes en train aussi de les construire à travers tous ces débats que nous avons initiés avec nos intellectuels. Merci beaucoup. Je passe la parole à mon ami Mehrez Bouich. Merci. Azoul Flawen, honorable assistante. Donc, c'est l'une des conférences qui ont été organisées par le collectif des enseignants et des ATS, dans le cadre effectivement d'animer l'université et de rendre justement l'âme à cette université. L'université de Béjaïa aujourd'hui, il faut avoir le courage de le dire, est devenue une université populaire. Donc, on s'est réapproprié de cette université, non seulement une institution scientifique, académique et pédagogique, mais aussi une institution au service de la société. Merci Sabrina pour la présentation à M. Boumala. Donc, M. Boumala, ce n'est pas quelqu'un qu'on peut présenter comme ça, vous le connaissez tous. Un journaliste, un intellectuel, un écrivain, un activiste, un militant des droits de l'homme. Effectivement, j'avais l'honneur d'assister, M. Boumala, si vous vous rappelez très bien, à tous les cours de M. Abdelghani Mgharbi, où en 2005-2006, on découvre effectivement un militant qui n'est pas un militant organique comme ça a été le cas pour plusieurs, ou c'est le cas aussi aujourd'hui pour plusieurs soi-disant intellectuels. Donc aujourd'hui, on tient à remercier Boumala d'avoir accepté l'invitation. J'espère bien que cette conférence elle va déboucher à un débat, parce que le plus important, comme ça a été dit tout à l'heure, le briefing avec M. Boumala, le plus important c'est les débats, c'est les discussions. Et j'espère bien effectivement que cette conférence qui est intitulée l'Algérie, quelle rupture pour quelle alternative, effectivement on va voir quelles sont les ruptures que M. Boumala nous propose et quelle est l'alternative bien sûr à débattre avec vous tous. Donc la parole est à M. Boumala. Merci. Salam alaikum. Sabah al-khair alaikum. Alors, merci Sabrina, merci pour le collectif des enseignants,
Merci, c'est Mahrez. J'ai retenu deux choses très importantes lors de la présentation, en dehors de ma petite personne qui, en fait, je ne suis qu'une particule en termes physiques. J'espère que c'est une particule élémentaire, mais je ne suis qu'une particule. Deux choses ont attiré mon attention à propos de cette ouverture de l'espace universitaire pour le public, pour le grand public en dehors de l'université, de l'enceinte universitaire. En travaillant sur les... J'ai eu la chance de travailler sur les élites militaires et les systèmes de transition démocratique. J'ai travaillé sur 13 expériences. J'ai eu la chance de rencontrer des acteurs importants à travers des expériences importantes en matière de systèmes de transition. Et le cas qu'elle vient de citer, notre très chère Sabrina, de cette ouverture, de cette rencontre, de cette conjugaison et jonction entre le monde universitaire, c'est-à-dire entre les élites, ou les présupposées élites, n'est-ce pas? Parce que le terme élite, aussi bien au singulier qu'au pluriel, renvoie à une certaine philosophie, à une certaine perception de la dynamique de l'histoire, et ça n'est pas seulement une façon d'apprendre et de transmettre un savoir. L'élite, l'intellectuel est par définition un acteur. Là, ça me rappelle un peu l'expérience polonaise, qui pour moi, l'expérience polonaise sur laquelle j'ai longuement travaillé, j'ai eu la chance de rencontrer les deux acteurs principaux de cette transition qui ont accompagné toute la transition polonaise jusqu'à la table ronde de 1989. J'ai eu la chance de rencontrer, de travailler avec le professeur Branislaw Geremek, le théoricien et le penseur de toute l'expérience polonaise depuis les événements de la Tchécoslovaquie avec Dubček et les autres. Un grand théoricien, un grand penseur, un grand historien des idées, qui a travaillé sur une relecture de l'histoire de l'Europe, mais à travers une histoire parallèle des histoires officielles. Là, il y a une rupture structurelle entre l'étude des mouvements historiques des peuples et l'étude de l'histoire des nations à travers ce qui a été écrit par les régimes en place, y compris en Europe. Il y a une histoire européenne tout à fait différente de celle des régimes européens, particulièrement les régimes vainqueurs. Et l'ultra-précision du travail de recherche qui a été défendu par Branislaw Geremek à l'École des Annales en France, historien à l'université de Varsava, puis doctorant en 1959 à l'École des Annales. Il a travaillé sur une histoire parallèle des peuples européens dans le processus historique, mais à travers un point très pointu, c'est l'histoire de la misère. Il a travaillé sur l'histoire de la misère et comment que la misère européenne, et particulièrement l'histoire de la misère en France, 14e et 15e siècle, a façonné une Europe complètement différente que celle que nous présentons ou que nous lisons à travers les œuvres, les travaux, y compris les philosophies des Lumières, qui ne sont pas toujours des Lumières. Il faut avoir un esprit très critique face à cette ère des Lumières, qui n'était pas tout à fait une ère à 100% lumineuse, d'éclairement, pour reprendre un concept si cher à Kant, ou pour reprendre la théorie de ce qu'on appelle dans la culture allemande die Aufklärung, les Lumières. Cette expérience polonaise, pour ne pas m'attarder sur la question, c'est que pour la première fois dans l'histoire de l'Europe, et peut-être de l'humanité, il y a eu, à partir de 1981 jusqu'à 1989, une rencontre fabuleuse entre la classe ouvrière, les masses populaires, et j'aime pas trop le terme de masse, qui renvoie à une culture des années 30 et des années 40 dans la pensée occidentale, et la classe moyenne dite élitaire. Pour la première fois, il y a eu une rencontre fabuleuse entre le peuple, disons-le comme ça, et ces élites de la classe moyenne.
Cette élite, à travers la classe moyenne, a été incarnée par Branislav Geremek et son équipe. L'autre élite, dite ouvrière, populaire, etc., a été incarnée par le mouvement Solidarność, qui a été présidé à l'époque par Lech Walesa. Je n'ai pas eu la chance de rencontrer Lech Walesa. Il était malade, gravement malade, donc je n'ai pas pu le voir. Mais par contre, j'ai travaillé avec son second, Zbigniew Pujek. Travaillant avec Branislav Geremek, j'ai eu la chance même de le recevoir en Algérie, grand théoricien, penseur de la grande transition démocratique polonaise. C'est lui qui a chapeauté la grande table ronde de la transition polonaise en 1989. Il devient ministre des Affaires étrangères, qui a fait la grandeur de la Pologne, entre parenthèses, pas comme notre actuel ministre des Affaires étrangères, qui fait appel à ses amis russes pour justement internationaliser l'affaire du peuple. C'est la première fois qu'on voit dans l'histoire de la diplomatie et des relations internationales qu'un pouvoir internationalise par lui-même une action de son propre peuple. D'habitude, ce sont les peuples qui font appel à des forces étrangères pour pouvoir les protéger, aux Nations Unies, au droit international. Chez nous, c'est l'inverse. Chez nous, c'est l'inverse. Toujours se distinguer. Je l'ai dit il y a des années de cela, peut-être il y a une vingtaine d'années, et je le redis aujourd'hui, je ne cesse de le redire, que dans l'histoire de l'humanité, ce sont les peuples qui haïssent les régimes. Mais dans le cas algérien, c'est le régime qui hait son propre peuple. Et dans cette expérience polonaise, pour justement corroborer ce qui a été dit par notre amie Sabrina, c'est en fait un temps de rupture historique dans l'expérience polonaise où les élites intellectuelles se sont mêlées au peuple, à la classe ouvrière. Zbigniew Pujek me l'avait dit clairement. Il m'a montré même un enregistrement de Lech Walesa qui dit « Nous sommes la force, mais on a besoin d'un esprit. » Et l'autre qui me disait, Branislav Geremek, dans un entretien que j'ai diffusé à la télévision algérienne en 1997. C'est pas pour vous dire qu'on l'a fait en Algérie, c'est pour vous dire qu'on a régressé par rapport à nous-mêmes. Nous régressons chaque jour par rapport à nous-mêmes. Et là, ça pose un problème. Donc ça, c'est la première remarque. Deuxième remarque, lorsqu'il s'agit de cette histoire d'engagement qui devrait incarner et caractériser l'homme, ça me rappelle une petite phrase, mais une phrase des plus importantes, celle de Nietzsche. Qui parmi vous ne connaît pas Nietzsche? L'homme, pour lui, est un oui, un non, une ligne droite, un but. J'espère m'inscrire dans cette philosophie. Un oui, un non, une ligne droite, un but. Dans cet esprit, en arrivant tout à l'heure avec mon ami Elias Filali, qu'il faudrait que je salue pour son militantisme et engagement, il m'a accompagné, ma voiture étant en panne, n'est-ce pas, avec notre ami Salah, journaliste, brillant journaliste. Alors, on s'est arrêté à Sidi Riche. On s'est arrêté à Sidi Riche pour prendre un café. Et en prenant le café, il y a un jeune, bon, enfin, il doit avoir peut-être la quarantaine, qui est venu me parler et pour me dire « Ça va, Oucharak Leves ?» « Alhamdulillah, ça va, alhamdulillah. » « Je n'oublierai jamais la conférence que vous nous avez donnée à l'université de Béjaïa en 2007, là où vous avez parlé pour la première fois de la Deuxième République et de la théorie de la rupture. Et là, lorsque j'entends, il me le dit, et lorsque j'entends tout le monde dire cela, je me dis que, alhamdoulilah, les idées, comme l'aurait dit Lavoisier, ça ne disparaît pas, ça se transforme, mais les idées sont là, elles sont là. Et alhamdoulilah, lorsqu'on voit des idées importantes, structurantes, fondatrices, fondamentales, parmi les gens, et les gens les revendiquent haut et fort. Ça fait plaisir. Que des gens pensent aujourd'hui de cette manière et, comment dirais-je, adoptent par eux-mêmes cet esprit de cette rupture, de cette culture, de cette vision et de cette visibilité qui basculerait, bi'idhnillah, l'Algérie dans les temps futurs, contre toutes les forces et les nébuleuses qui voudraient ramener l'Algérie au passé.
les peuples du monde, les nations du monde se font les grandes compétitivités sur l'avenir, le pouvoir d'Alger nous a inculqué la culture de faire de la concurrence sur le passé. On a fait du passé notre demeure. Il faut rompre avec le passéisme, et le passéisme n'est pas l'histoire, le passéisme n'est pas la mémoire. Voilà grosso modo les quelques petites remarques que je voulais faire avant d'entamer cette petite conférence, que je ne voudrais pas une conférence classique. Je n'aime pas cette histoire de conférence classique. L'ère de vouloir donner des cours ou d'informer les gens par le haut est révolue depuis très longtemps. Ça n'est plus possible que de se présenter comme étant un conférencier. Cela veut dire avoir des idées et les autres sont là juste pour vous écouter. Je préfère écouter que de donner une quelconque leçon. Et l'écoute, pour vous le rappeler, est un principe fondamental en psychanalyse. Donc nous allons nous écouter. Je suis là pour débattre, je suis là pour exposer quelques points de vue, mais j'aimerais bien avoir un retour, non seulement un retour en termes de proposition, un retour en termes de volonté collective, mais un retour critique. Il est nécessaire que nous exposions ensemble nos idées, et comme disent les spécialistes du management, à travers leur père fondateur donc, du management, Peter Drucker, plusieurs têtes réfléchissent sûrement mieux qu'une seule. Je fais appel à vos têtes, je fais appel à vos esprits, je fais appel à votre volonté de puissance pour qu'on réfléchisse ensemble, aujourd'hui, demain, pour l'Algérie, justement, de demain. Alors, la question qui m'interpelle et qui m'a toujours interpellé, c'est qu'il a été, malheureusement pour nous, impossible, dans le sillage d'un processus historique qui nous a été imposé par un pouvoir inculte, incompétent et destructeur. Ce n'est pas seulement un pouvoir inculte, mais il est destructeur. C'est une machine de destruction massive. Il nous a été impossible, nous, Algériens, de voir l'Algérie de l'intérieur, c'est-à-dire de penser l'Algérie de l'intérieur. Il ne nous a jamais été permis de penser l'Algérie par nous-mêmes, de nous interpeller, de nous voir dans des miroirs et de réfléchir sur cette, je l'appellerai peut-être comme titre de travail, cet homo algérianus d'une manière objective et sereine. Nous, on a toujours été à la marge de cette démarche. Le pouvoir nous a inscrits dans une perspective d'une quantité négligeable d'un côté et de l'autre côté d'un peuple géant. Vous êtes le plus grand peuple, vous êtes le plus beau, vous êtes le je ne sais quoi, il a akhiri, il a akhiri. Et par conséquent, on a raté des coches historiques qui nous ont coûté, à titre de peuple et à titre de nation, trop cher. Les grandes questions d'aujourd'hui qui nous interpellent tous ont été posées en 62 par d'autres compatriotes. Ont été posées en 63 par d'autres compatriotes. Cela veut dire que le temps s'est arrêté. À un moment donné, le temps s'est arrêté. Le temps algérien s'est arrêté. Et le pouvoir, il a continué de gérer par le statu quo pendant plus de 50 ans. Et ça, c'est très important de le comprendre. Mais on doit également répondre à ceux qui disent que 50 ans dans l'histoire d'une nation, c'est rien. Au contraire, aujourd'hui, l'histoire de 50 ans dans l'histoire d'une nation, c'est beaucoup. Parce que si on devait réétudier l'histoire de l'humanité sur les 2-3 siècles derniers, on va se rendre compte que dans l'expérience française, par exemple, de la Révolution française, la France a mis exactement 200 ans pour connaître un saut historique.
à partir de sa grande révolution française. Le même cas pour les États-Unis d'Amérique, à partir de sa révolution également, qui va de 1791 jusqu'à 1800. Le cas du Japon, il l'illustre parfaitement également. Le Japon a connu un saut historique en 100 ans, à partir du moment où l'empereur Meiji a mis en place un processus historique qui a fait du Japon un pays où le taux d'analphabétisme en 1961 était de 1%. Donc il y a un processus historique. Si parallèlement on devait faire une comparaison avec le mental oriental, dit arabo-musulman maghrébin, on va se rendre compte que le mouvement de la Renaissance a été entamé bien avant la Révolution française, bien avant la Révolution américaine et bien avant le mouvement Meiji au Japon. Voilà les résultats de la Révolution française, de la Révolution américaine et du mouvement Meiji. Et si je devais résumer un peu tout le processus de 1754 avec Mohammed bin Abdel Wahhab comme résistance à la turquisation, à l'Empire ottoman de l'époque, محمد بن عبد الوهاب، جماعة الإكراه في الهند، جماعة الباكستان، جماعة الإخوان المسلمين، حركة القوميين العرب، كلها jusqu'à l'arrivée au pouvoir de l'islamisme politique que vous voyez. Lorsqu'on fait le bilan global, on fait du surplace. Et non seulement on fait du surplace dans le sens zéro en mathématiques, mais on tend vers le zéro absolu. Et là, ça pose un problème. Il faudrait qu'on se pose des questions, qu'on s'interpelle. Pourquoi? Je prends le cas de la Corée du Sud. L'Algérie et la Corée du Sud en 1965 étaient au même niveau en termes de PNB et de développement. La Corée du Sud, c'est un pays qui n'a aucune richesse à part le charbon. C'est un pays qui a connu une grande guerre civile, la scission, les deux Corées, etc. À partir des années 50, l'Algérie a toutes les richesses du monde. Le gap entre l'Algérie et la Corée du Sud en 2008-2010 était de 900%. 900%. Et il est nécessaire qu'on se pose des questions. Pourquoi? On peut prendre l'expérience espagnole. On peut prendre l'expérience portugaise. Parce que, de mon point de vue, je le dis franchement, il est nécessaire pour nous, et particulièrement les universitaires, de ne se référer qu'à deux facteurs d'analyse. Que dit la science dans tel ou tel domaine? Et c'est ça le rôle et la mission d'un universitaire. Mais surtout, et parallèlement, que disent les expériences des nations? Dans le cas de l'Algérie, le pouvoir a inculqué à la société qu'avec la science, on ne peut rien faire et ce n'est pas la peine. Nous sommes là pour réfléchir à votre place. D'ailleurs, la Constitution de 63, dans un de ses articles, dit clairement, et le parti, c'est le parti unique, est responsable même des aspirations des masses populaires. C'est-à-dire que vous n'êtes même pas obligé de réfléchir. Nous sommes là pour réfléchir à votre place. Un jour, j'étais donné une conférence en Libye, là où j'ai prédit les révolutions dites arabes et la chute des régimes, en mai 2010, en sortant de l'école des études supérieures à Tripoli, je vois un panneau énorme, géant, bien sûr de qui? Du guide, Al-Qaïd, Muammar al-Gaddafi. Shi'ar, il y a un slogan écrit immense, c'est l'équivalent de la moitié de cette bâtisse. Shi'ar, le slogan, Osmut fal-Qaïd yufakkar. Osmut fal-Qaïd yufakkar. Eh oui, bien sûr, j'ai écrit un article sur ça, j'ai montré les photos, etc. J'ai pris ça en photo, etc. Osmut, ça veut dire shut up, yani. Taisez-vous, yani. Silence. Le guide réfléchit. C'est comme si le guide réfléchissait. C'est exactement le même scénario dans le cas algérien. La même chose. النظام في الجزائر أراد أن يقنع الجزائريين بأنه لا حاجة لكم بالعلم. وأراد أن يقنع الجزائريين أننا خارج تجارب الأمم. Il a voulu nous faire comprendre qu'on était en dehors des expériences des nations. On est un peuple à part. Nous faisons partie de l'humanité. Nous sommes un grain à l'intérieur de l'espèce humaine. Nous sommes
presque rien du tout à l'intérieur de l'échiquier mondial. Sur tous les plans d'ailleurs. Vous voyez un peu les chiffres, les statistiques, les classements, etc. etc. Je n'ai pas à le redire, vous connaissez ça mieux que moi. Donc, l'Algérie face à elle-même. Et là, il est nécessaire pour moi de poser quelques questions fondamentales. C'est très important pour nous. Si on veut réellement approfondir la réflexion pour aller de l'avant et essayer de conquérir l'avenir. Essayer de conquérir l'avenir. J'ai eu la chance de connaître un peu le territoire. J'ai voyagé à peu près dans 1480 communes. J'ai été un peu partout, c'est une chance. De par les invitations, de par mon travail, de par mes déplacements, c'est une chance. Jusqu'à une date récente, je l'ai toujours dit, que nous, Algériens, nous ne connaissons pas l'Algérie. Nous ne connaissons pas l'Algérie, c'est une réalité. Et j'ai découvert parallèlement que nous, Algériens, nous ne nous connaissons pas entre nous. Je me demande comment un peuple, une société, qui ne connaissent pas son propre pays et dont ses membres ne se connaissent pas entre eux, comment pourrait-il fonder une société, un État ou une république au XXIe siècle? Là, c'est des questions importantes. Je ne parle pas du vrac, je parle de l'essentiel. Je parle des questions fondamentales. La deuxième remarque, elle est liée à cette histoire, ou peut-être historicité, de l'idée de la conscience nationale. L'Algérie, dans son processus historique, depuis très longtemps, a eu de grands libérateurs, a eu de grands hommes, de grandes figures, depuis l'époque numide jusqu'à aujourd'hui. Mais en vrac, on n'a jamais transformé ce vrac en une synergie collective, en une démarche collective, c'est-à-dire en une conscience nationale. On a toujours eu une conscience, vous pouvez interpeller l'histoire, et vous allez vous rendre compte que la conscience, elle était toujours là. Mais sa dimension nationale a toujours été absente. Et là, on doit se poser la question sur l'idée de la nation, l'idée de l'État, dans les mouvements historiques qui ont accompagné l'homo algérianus depuis l'époque de Massinissa. Avant de rentrer dans la salle, j'ai dit à la radio Somam que pour moi, ce que nous vivons aujourd'hui, à travers ce que j'appelle moi cette révolution blanche, c'est-à-dire cette dynamique populaire extraordinaire qui est en train de hisser le peuple de sa dimension peuple avec un P minuscule à sa dimension de peuple avec un P majuscule, c'est-à-dire ce que les Allemands de 89-90, lors de la chute du mur de Berlin et de la transformation et de la réunification de l'Allemagne, appellent le passage de ce qu'ils appelaient le Vassist ein Volk, c'est-à-dire un peuple, nous sommes un peuple, à cet esprit de das Volk, le peuple. Et il y a une grande différence entre un peuple en vrac et le peuple dans sa conception organique, dans sa conception intellectuelle, dans sa conception dynamique. Là, nous connaissons un mouvement extraordinaire. Et en relisant notre histoire, je me suis rendu compte, et il faut le dire franchement, qu'à travers toute notre histoire, il n'y a eu que, disons, 3 à 4 périodes historiques qui sont très courtes par rapport à notre longue histoire, n'est-ce pas, qui ont incarné un peu cette idée de conscience nationale, de dimension unitaire et d'idée de la puissance, c'est-à-dire d'idée du dépassement du vrac. C'est l'époque de Massinissa, avec l'unification de l'ensemble de ce qu'ils appelaient le royaume, les petits royaumes de la Numidie, mais qui malheureusement ont disparu avec sa disparition. C'est un homme qui a pris le pouvoir, et j'espère que Bouteflika ne m'entendra pas le dire, parce que Massinissa est resté au pouvoir quelque chose comme 54 ans. Donc c'est une tradition ancienne.
donc l'époque de la Numidie à l'époque de Massinissa, les AIML, les Amis du Manifeste et des Libertés en 1943, un espace qui a réuni les Algériens, toutes tendances confondues, ce qui a abouti à un massacre collectif lors des événements de mai 45. C'était justement pour casser cette dynamique historique qui a été installée par le mouvement des AML. Il y avait quelque chose comme 500 000 Algériens qui étaient à l'intérieur des AML, toutes tendances confondues, toutes tendances du mouvement national de l'époque. Il y a la guerre de libération nationale à partir de 1956, qui a été un mouvement collectif, une conscience nationale, qui a un objectif, l'indépendance, et de faire de cette indépendance un projet national, un État moderne, etc., etc. Ça ne s'est pas passé de la sorte, on l'expliquera tout à l'heure, et surtout dans le débat. Donc cette histoire de conscience nationale, elle est importante. Comment un peuple pourrait-il rater son histoire tout en étant conscient, et comment pourrait-il réussir cette transition en forgeant une conscience nationale? Et je souligne le mot national. Le mot national, c'est très important. Forger une conscience nationale. C'est ce qu'on remarque dans le mouvement aujourd'hui. Je n'ai pas à vous le dire ni à vous l'apprendre. Un mouvement, cette révolution blanche, c'est un mouvement collectif, un mouvement à dimension nationale, un mouvement de dépassement de tous les blocages que l'Algérie a connus depuis plus de 50 ans, et un mouvement pacifique. Ça mérite d'être étudié, mais à froid, parce qu'on n'est pas encore au moment où on pourrait analyser le phénomène d'une manière objective, tranquille, sereine, comprendre les tenants et les aboutissants, connaître un peu les ramifications, connaître la psychologie collective. Qu'est-ce qui a fait que les Algériens se transforment subitement comme ça? Est-ce que c'est un cumul historique? Est-ce qu'ils ont une conscience cachée qui a émergé? Est-ce que c'est une réaction à un mouvement historique? Ou peut-être n'y a-t-il pas idée de survie collective? N'y a-t-il pas une idée de survie collective qui a quelque part animé, mobilisé l'ensemble des Algériens? Ici, à étudier, mais pas pour le moment, parce qu'on risque de faire beaucoup d'erreurs en se précipitant en matière de conclusion. Donc, deuxième idée, c'est celle de l'interpellation de notre relation, nous, Algériens, à l'idée de la conscience et à celle de la conscience nationale. C'est très important. Parce que vous allez voir que sous peu, dans 6 mois, dans une année, dans 2, 3 ans, toutes ces questions dont je suis en train de parler maintenant vont être fondamentales et fondatrices dans le débat public et dans la fondation de la nouvelle Algérie. Troisième élément de réflexion, c'est notre relation à nous, Algériens, notre relation au phénomène de la libération et à celui de la liberté. Et là, je dois le redire, dans notre histoire, depuis la Numidie jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours eu des mouvements libérateurs. Il y a eu de grands libérateurs. Mais le comble de l'histoire, c'est que les temps historiques des mouvements de résistance et de libération dans notre histoire sont de loin plus importants que le temps de la relation de l'Algérien à la liberté. Le paradoxe, c'est qu'en étudiant le phénomène de la libération, on va se rendre compte qu'à chaque fois que les Algériens aboutissent à quelque chose, ils appliquent devant soit un nouveau colonialisme, soit un despotisme naissant, c'est-à-dire un despotisme local. Ils abdiquent, ils abandonnent l'idée, la finalité, l'idée de la liberté. Notre relation à la liberté dans l'histoire, elle est rare. Et là, on doit se poser la question. Comment peut-on libérer un peuple et transformer cette idée de libération en liberté? Comme l'aurait dans l'Ibrahim, en Égypte, je dis d'ailleurs, il est plus facile de se libérer, mais il est plus difficile d'être libre.
facile de se libérer, mais il est plus difficile d'être libre. Notre relation à la liberté est une relation rare. Et là, c'est une leçon à retenir pour nous aujourd'hui, pour qu'on ne retombe pas dans les mêmes erreurs, dans les mêmes pannes historiques. Ça, c'est très, très important. Au jour d'aujourd'hui, il y a une conscience collective, il faudrait la cristalliser par l'idée de la liberté. La liberté de fonder un État, de fonder une république, de fonder une société, de fonder une économie, de fonder une Algérie nouvelle. Voilà le débat de fond, notre relation à la liberté. Dans ce cas particulier, et à partir de cette question fondamentale que vous pouvez développer, auquel vous pouvez ajouter, je ne cite que de mon point de vue, il y a également ce qu'on appelle des fondamentaux. Il y a l'essentiel, il y a l'accessoire. C'est quoi, de quoi s'agit-il lorsqu'on parle de fondamentaux? Il y a la question de l'État. Notre relation à l'idée de l'État, l'État en tant qu'incarnation d'une somme de valeurs institutionnalisées dépassant les formes d'organisation sociale traditionnelle, en l'occurrence les liens parentaux, les liens du sang, la tribu, la région et le régionalisme, le clanisme, et j'en parle. L'idée de l'État comme phénomène de dépassement du moi en un moi collectif, la transformation des valeurs communes et leur institutionnalisation. Et là, il y a une question fondamentale en termes anthropologiques, qui est l'accompagnement d'un groupe social, d'un peuple, à réussir sa transition et son passage de la nature à la culture. Comment doit-on réussir cette transition de la nature à la culture occidentale, c'est-à-dire comment passer de la besoin primaire, pour prendre un concept cher à Maslow, c'est-à-dire le premier palier, besoin primaire, à la culture. Là, c'est une question importante, et c'est là justement le rôle fondamental des élites universitaires. L'élite universitaire, elle est là pour justement opérer cette rupture, cette transition de la nature à la culture. Il y a la deuxième chose, c'est la République. La République dans l'imaginaire algérien, ça n'est pas une valeur, ça n'est pas quelque chose qui renvoie au peuple lui-même, c'est-à-dire à la voix du peuple. Ça n'est pas une propriété inhérente au peuple, appartenant au peuple. Ça n'est pas une idée du peuple. Alors, la République, dans son premier, dans la culture gréco-romaine, dans la fondation des empires et des civilisations, l'idée de la République, en fait, le peuple, c'est-à-dire le peuple lui-même, qui devient un facteur de création, un facteur de naissance, un facteur de pérennisation, un facteur de construction, et particulièrement un facteur d'avenir. Là, la question est quelle est notre relation de l'État, l'idée de la République, et l'idée de la société elle-même. Sommes-nous une société? Voilà les questions qui... Et particulièrement, ça choque des anthropologues, des historiens, des sociologues, des psychologues, des gens qui ont l'habitude de faire dans une analyse par voie de postulats et d'actions qui partent d'un certain nombre de valeurs axiomatiques et qui font tout un système d'analyse par rapport sur une idée qui n'est pas dans la réalité. L'idée de la société, ça n'est pas le...
ça n'est pas les communautés. L'idée de la société, ça n'est pas la tribu. L'idée de la société, ça n'est pas la région et le régionalisme. L'idée de la société, c'est un dépassement de tout cela. C'est une autre transition. C'est le réseautage de l'ensemble des valeurs qui existent et leur transformation, c'est-à-dire la façon de dépasser, l'art de dépasser ces petits moi en vrac, cet esprit étriqué de la tribu, cette organisation traditionnelle qui ne répond pas aux défis de la modernité, cette idée de l'individualité dans le sens non pas centralité, comme le fait toute la pensée occidentale par rapport à l'homme, mais par rapport au collectif. On n'a pas su transformer l'idée de la communauté et l'idée de la collectivité en société. Les valeurs de la société, société avec S majuscule, ne sont pas forcément communautaires. Et c'est pour cela que toutes les sociétés, même occidentales, passent et vivent des crises structurelles aujourd'hui face au retour de l'humanité, au retour des gens, à quoi? À ce qu'on appelle dans la tradition neighborhood, la tradition latine, communautarisme. Le retour au communautarisme est un coup de poignard terrible dans le dos et de l'État, et de la République, et de la société. فما بالكم الشعوب التي لم تنتقل بعد إلى مستوى من مستوى الجماعة البشرية إلى مستوى المجتمع. يعني ما يسميه الألمان وعلى رأسهم غيرها، يعني هذا الانتقال من مستوى أو الثنائي، هذا الدواليتي il appelle lui le dit Gesellschaft et le dit Gemeinschaft. Pour se dire franchement, parce qu'on ne voit pas ce qu'on dit. Il n'y a pas longtemps, j'ai lu un livre, l'histoire du mensonge. Il y a une histoire du mensonge. La conclusion du livre, c'est quoi? C'est que dans l'histoire du mensonge, le premier qui a menti ne s'est pas menti à lui-même. Il a... Dans notre histoire politique, depuis l'indépendance, le pouvoir nous a appris à croire en notre mensonge et transformer notre mensonge en une collective. Et c'est dramatique. قال ايه اكتب على روحك وصدق بل انا قاعد نحتم على التلفزيون مع الكونفرنس جاي طالع في الطريق هكذا ومن بعد جاو الاولاد يلعبوا به ويتمسخروا به هرجوه الاولاد ما لحق يكذب عليهم ما كذبش على روحه كذب عليهم قال لهم الفراج هذاك معناتها قال مسخر يا جماعه واحد العرس شاش واحد المواكب واحد لي بلا واحد هايله الاولاد راحوا يجروا هما داروا في اللوح طلع في الفراج ما عادش يسمع الصوت تاعهم قاعد يخدموا صح ولو كان صح كاين عرس وكاين ماكله وكاين كذا فراح هو نزل عاود يجري حتى هو. C'est ça exactement le pouvoir d'Alger. Il veut nous faire croire que le mensonge est une vérité. Alors que la vérité, elle est là, elle est éclatante. Donc, il y a des fondamentaux se rapportant à l'idée de l'État, à l'idée de la République et à l'idée de la société. Maintenant, si on devait comprendre toutes ces questions fondamentales et ces fondamentaux que je viens de citer en 6 points, il faudrait qu'on se pose la question également sur l'Algérie entre révolution et contre-révolution. Pour les Algériens, ils parlent de la révolution. Mais l'Algérie a connu plus de contre-révolution dans son histoire que de révolution. L'Algérie, dans toute son histoire, depuis 2500 ans, a connu plus de contre-révolutions, c'est-à-dire des mouvements de blocage, des mouvements d'avortement, des processus de naissance de sociétés, d'États, de culture, d'empire, de puissance, etc., que des processus révolutionnaires, malgré l'existence permanente de mouvements de résistance. Et là, on doit faire la différence entre les mouvements de résistance et les révolutions. Lorsqu'on étudie les processus depuis l'indépendance
de l'idée de la révolution et de l'idée des contre-révolutions européennes, là vous allez comprendre que les processus contre-révolutionnaires en Algérie sont plus dangereux, plus importants et plus nombreux. Je cite quelques exemples rapidement pour vous permettre de débattre. À l'indépendance, c'est-à-dire le cessez-le-feu, c'était quoi comme relation au processus révolutionnaire? Il y a la révolution, donc il y a le FLN, et il y a l'ALN, processus révolutionnaire, objectif clair, l'indépendance. À travers cette dualité, il y a un processus politique qui est passé de la déclaration du gouvernement provisoire, le GPA, tous les mouvements qui ont accompagné la nation, l'internationalisation de la question algérienne, les processus de négociation de l'indépendance. Les trois chefs historiques, c'est-à-dire les pères fondateurs. Les pères fondateurs historiques de la République, qui sont restés en vie, qui n'ont pas été liquidés par la puissance coloniale ou exécutés par les historiques qui sont restés en vie. Au lendemain de l'indépendance, ils sont passés dans d'autres. Pourquoi? Parce qu'il y a un processus contre-révolutionnaire qui était déjà là, qui s'était déjà installé. Un processus contre-révolutionnaire. Lorsque je dis contre-révolutionnaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je le schématise clairement, la naissance de ce qu'on appelle l'ANP, l'Armée nationale populaire. On en parle aujourd'hui. Qu'est-ce que l'ANP en réalité, historiquement parlé, comme force contre-révolutionnaire? C'est quoi? Ça n'est que le nom donné par Boumediene à l'armée des frontières. Pour simplifier, ça n'est que le nom donné par Boumediene à l'armée des frontières qui a pris le pouvoir par la voie des armes, par la violence. Donc, l'ANP, à cette époque-là, était un facteur contre-révolutionnaire contre un processus historique d'une formation élitaire émanant du peuple, c'est-à-dire l'ALN. Est-ce que l'Algérie avait une armée classique? Non. C'était le peuple qui, au fur et à mesure, s'est transformé en force militaire, j'allais dire, formé, guidé par un certain nombre de cadres qui ont connu la Deuxième Guerre mondiale, qui étaient dans l'armée française, ou qui étaient des paysans comme toutes les familles algériennes. C'est-à-dire une société agro-pastorale qui s'était impliquée dans la guerre de libération nationale et dont les enfants sont devenus des acteurs directs, donc on appelle l'armée de libération nationale. Le processus de la création de l'ANP lui-même comme force de prise de pouvoir a été contre-révolutionnaire. Le congrès de Tripoli dont on parle, c'est-à-dire c'est le congrès de Tripoli. Mais il y a des 34 qui ont décidé du sort historique à venir, de l'avenir de toute une Algérie à travers un parti unique, qui était lui-même un cadre contre-révolutionnaire contre le FLN originel. Le parti unique en 62 était contre-révolutionnaire par rapport à l'esprit même du FLN 54-62. Et le comble de l'histoire, c'est que non seulement c'est un processus de blocage de l'avenir, mais c'est un processus également d'avortement d'une tradition politique plurielle lors du mouvement national, sous la colonisation. Et là, vous avez remarqué un paradoxe terrible. Sous la colonisation, les Algériens ont vécu la pluralité politique. L'étoile nord-africaine, le parti du peuple, les AIML, les Amis de liberté, le Roulema, le parti politique algérien, le MTLD, le DMA et tous les autres partis politiques. Il y avait une pluralité, il y avait une philosophie politique
il y avait une formation élitaire. Tous ces partis politiques, ces mouvements de cette époque-là, avaient formé des élites. Reprenons et schématisons. Le mouvement national populiste entre guillemets du PPA-MTL n'avait-il pas formé une élite extraordinaire? Des figures emblématiques, des gens de très haut niveau. La même chose pour l'UMA, le Parti communiste algérien, l'ulama. Ya Allah, lorsqu'on parle des ulama des années 30 et des années 40, 50, est-ce que ce sont les charlatans d'aujourd'hui? Lorsqu'on parle des élites de l'UMA, est-ce qu'on parle de ce qu'on appelle aujourd'hui des tendances dites démocratiques ou autres? Ou là, lorsqu'on parle du PPA-MTLD avec sa formation élitaire, etc., est-ce que c'est le PFLN d'aujourd'hui? Est-ce que c'est le RND HSMI? Donc, lorsqu'on compare les processus historiques et on voit de près, les mouvements qui ont accompagné 89, l'Algérie depuis 89 à aujourd'hui, et ceux qui sont nés en 26 et qui ont accompagné le mouvement de la naissance du mouvement national, et on revient au concept de conscience nationale, vous allez voir que l'Algérie a régressé par rapport aux années 30, aux années 40, aux années 50, en matière de pluralité, en matière de démocratie, en matière de conscience collective. C'est quoi? C'est dû à quoi tout ça? C'est à la contre-révolution. Le processus contre-révolutionnaire a été conduit par les deux acteurs principaux, en l'occurrence les forces armées et le parti du FLN. Les forces armées ont pris le pouvoir par la force. Le PFLN a avorté les processus historiques de la pluralité, c'est-à-dire de toute possibilité d'un quelconque retour à la démocratie que les Algériens ont vécu peu ou prou de la colonisation et à Jabal. Qu'est-ce que le pouvoir a retenu de toute la tradition plurielle de la colonisation? La fraude électorale, c'est-à-dire Naïjlan. C'est-à-dire, Ouihia, c'est l'équivalent de qui? C'est pas Naïjlan. Un fraudeur. Fraudeur par excellence. Il est né dans la contre-révolution. Bouteflika, il est né dans la contre-révolution. Le putsch, le coup d'État, la contre-révolution, les processus de blocage de la société. Et on voit tous ces processus-là. On peut les voir en 63. L'idée de la constituante dont on parle aujourd'hui et dont je parlais il y a des années, où قبلي كانوا رجال كانوا يهضروا ويناضلوا رجال قبلي على الموضوع هذا. Est-ce que l'idée n'était pas née déjà en 63? Est-ce qu'il n'y avait pas une assemblée nationale constituante et à sa tête un homme comme Farhat Abbas? حتى نوليو une assemblée nationale à sa tête un شوف الدنيا والله واحد ضحكني قال لي هذا عنده شارب واحد وهذا شويه ويهضر واللي جاو عنده شوارب بزاف. نشوف يعني donc la régression historique, c'est-à-dire comment un peuple a été programmé par un pouvoir pour régresser collectivement, pour cultiver la régression. Je reprends un concept si cher aux grands économistes de l'Amérique du Sud dans les années 50 et 60. On l'appelait déjà dans les années 50 et 60 en Amérique du Sud, dans les systèmes de transition en Amérique du Sud, on l'appelait déjà à Méliès, on l'appelait le développement, du sous-développement. Comment un pays, un pouvoir a investi l'énergie atomique d'un peuple, les richesses de toute une nation pour un sous-développement durable. Mais c'est terrible. Mais c'est terrible, franchement, Yann. C'est le développement durable du sous-développement. Et ils ont transformé la décadence elle-même, ils l'ont transformée en idéologie nationale. Donc, par conséquent, il est nécessaire pour nous de remettre en cause dans le débat d'aujourd'hui ces contre-révolutions. Il ne s'agit plus maintenant de parler seulement de Bouteflika ou de Joseph Chkoun ou de les petits visages
الذين سينتهون في أرذل العمر. أرذل العمر يطلبوا الموت وما يجيهمش هكذاك بالسهولة. Il faudrait rompre avec justement des processus historiquement révolus. L'Algérie aujourd'hui entre réforme et rupture. Qui a-t-il lieu de réformer en Algérie? La réforme n'est plus en mesure de contenir le panne historique dans laquelle le pouvoir a mis le pays. La réforme elle-même, elle est technique. La crise de l'Algérie est naturelle. Le problème en Algérie, contrairement à ce qu'a dit la Mamra hier, en montant à son homologue russe, il lui a dit que les jeunes sont sortis dans la rue pour revendiquer un changement dans le mode de gouvernance. الشعب في الشارع يقول نعم لرحيل النظام لابد للنظام الحكم. Faut que le régime dégage. هو يقولوا c'est un problème de gouvernance. يا ولدي رياح يا ولدي رياح vous êtes en retard de 50 ans. يا ولدي رياح l'histoire est différente. يكذب وحنا نسمعوا. Donc l'Algérie en réforme. Moi je prends la rupture depuis très longtemps. Pour ceux qui me suivent, qui connaissent un peu modestement politique, mais moi je crois en les ruptures et en les ruptures structurelles. Parce que la situation de l'Algérie dépasse de loin les réformettes, dépasse de loin les changements programmatiques, dépasse de loin les approches conjoncturelles. La crise algérienne est une panne historique. Il lui faut un niveau d'approche, un niveau de rupture structurelle. Et cette rupture, pour moi, elle se situe à 3 niveaux. Il y a une rupture structurelle quant à la nature, à la genèse, à la généalogie, au génome même, à la génétique même du régime. Revenir à la source pour complètement changer la structure originelle du régime lui-même. Ça, c'est ce que, aujourd'hui, walhamdoulilah, le peuple revendique et actionne sur le terrain. Une première rupture quant à la nature, à la genèse du régime en place. C'est-à-dire, nous avons un régime, nous n'avons pas eu d'État. Nous avons un pouvoir, mais nous n'avons pas de république. Nous avons un peuple qui a été transformé en drac, mais pas de société. Donc, il y a une rupture structurelle quant à la nature même du régime. Et de deux, il faut une rupture structurelle quant à l'idée de l'exercice du pouvoir. La nature du pouvoir. Qu'est-ce que le pouvoir? Et là, il y a une grande différence entre le régime et le pouvoir. Revoir de fond en comble l'idée de l'exercice du pouvoir qui renvoie, bien sûr, à l'idée de la démocratie, à l'idée de l'alternance, à l'idée des partis politiques nouveaux qui doivent naître, qui doivent accompagner la rupture et qui doivent accompagner l'Algérie de demain. On ne peut pas changer le régime tout en gardant les anciennes structures partisanes, organisationnelles, etc., qui ont accompagné d'une manière ou d'une autre le même régime depuis 1989 à nos jours, et à leur tête, bien sûr, le PFLF. L'Algérie de demain ne pourra survivre qu'avec la disparition du lien. Ça n'est pas la mise de, je sais pas, dans des idées ou autres, polluées. On ne peut pas mettre. Qu'est-ce qu'on doit mettre dans les choses de valeur? Pouvez-vous mettre le PFLN dans un musée? Est-ce une chose de valeur? Ce n'est pas une chose de valeur. Il faudrait la il est nécessaire de rompre avec toutes ces traditions qui malheureusement ont échoué pour des raisons multiples, objectives et subjectives. Je peux en débattre, il n'y a aucun. Donc, il y a des grandes réformes, la grande rupture quant à la nature du régime, quant à l'exercice du pouvoir et à la démocratie, qui renvoie par la politique, et troisièmement, et c'est là notre travail collectif, c'est une idée sérieuse et profonde quant à la rupture, à une révolution culturelle, psychomentale, quant à l'idée même du peuple. Le peuple algérien, quant aux grands défis de demain, a besoin d'être, entre guillemets, avec tout le respect pour tout le monde, d'être revu et corrigé sur un certain nombre de facteurs, surtout sur des questions fondamentales touchant à sa psychologie
et à sa mentalité qui malheureusement a été marquée, sapée par l'exercice du pouvoir, est nécessaire pour nous, pour accompagner les défis de demain, la naissance de l'État de demain, la naissance de la nouvelle République, la naissance de la société de demain. Il faudrait que les Algériens soient au diapason de ces grandes transformations, de ces grandes ruptures. On l'a remarqué, et ça c'est un facteur très positif, et nous en sommes fiers. Dans les mouvements populaires jusqu'à maintenant, on a remarqué des transformations structurelles, psychologiques et mentales qui commencent à caractériser le mouvement populaire. Et ça, c'est merveilleux. Il faudrait qu'on bâtisse un projet de révolution culturelle, mentale et psychologique sur ce mouvement lui-même. C'est-à-dire qu'il faut le prendre comme étant un socle qui va nous accompagner pour pouvoir opérer la relation de l'Algérien à l'État, la relation de l'Algérien à la démocratie, l'Algérien au parti politique, l'Algérien à la République, l'Algérien à la société, l'Algérien à l'économie, l'Algérien à l'intelligence, l'Algérien à tout ça, mais dans un mouvement collectif. Ça n'est pas dans un mouvement individuel. Les Algériens sont intelligents comme tous les autres peuples du monde. Les Algériens à titre individuel, ils sont magnifiques. Mais maintenant, comment doit-on transformer cette idée individuelle et en vrac? Comment doit-on la transformer en projet de société, en idée collective, en société, en État moderne, en république sérieuse? Là, c'est la question qui va prendre un peu plus de temps. C'est un temps universitaire, un temps médiatique, un temps culturel, un temps partisan, un temps associatif, particulièrement de la société. C'est un temps historique, un temps historique qui devrait nous accompagner pour construire notre avenir de demain. Mais surtout, sur des questions sérieuses, sur l'essentiel, pas sur des chimères, pour ne pas reproduire les mêmes échecs passés, pour ne pas permettre la renaissance du régime dans sa structure mentale, de l'intérieur d'un mouvement de rupture, de l'intérieur d'un mouvement de changement structurel. Les régimes totalitaires, les virus, j'allais dire informatiques, dans le mental des politiques, ça peut revenir. Ça peut revenir. Ça peut revenir. Donc, pour pouvoir endiguer cela, ça n'est pas tout le temps par des marches, mais par des institutions, valeurs nouvelles, des structures d'un État moderne, d'une société sérieuse, rigoureuse, disciplinée, orientée vers l'avenir. Grosso modo, comme nos amis doivent donner la parole, j'aimerais, dans le débat, évoquer le dernier point avec vous, qui est celui de ma conception, de ma perception des alternatives. Ce n'est pas des alternatives programmatiques et partisanes, des alternatives partisanes. On laissera ça à ceux qui ont l'intention d'être au pouvoir. Mais des alternatives structurantes, constituantes, des alternatives fondatrices et fondamentales. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les fondamentaux. Comment mettre l'Algérie sur rail. Une fois elle est sur rail, on n'aura plus peur, ni pour nos enfants, ni pour l'Algérie, ni pour l'idée de l'État, ni pour l'idée de la République, ni pour l'idée d'une reprise en main par des forces occultes, des nébuleuses, que ce soit l'armée, que ce soit les hommes d'affaires, que ce soit des partis politiques avec leurs alliances douteuses, ou par le retour de l'homme providentiel, l'homme sauveur, c'est-à-dire le retour du despotisme oriental. Là, c'est l'essentiel. Là, c'est le débat de fond que j'aimerais approfondir avec vous. Et je m'excuse d'avoir un peu tardé sur l'ensemble de ces points que je considère importants pour provoquer le débat et non pas pour vous apprendre quoi que ce soit. Merci.